J'ai appris à faire groover le concept, c'est-à-dire à prendre un concept sociologique ou philosophique et à l'incarner et à le faire vivre. Pendant les grèves Juppé à l'automne 1995, juste après le lancement du numéro 1 en kiosque, j'ai donc eu le titre ronflant de conseiller de la rédaction, c'est-à-dire que je venais avec des idées de dossiers, de couves, et j'étais beaucoup du côté des idées. Je faisais des articles de toutes sortes. Je cherchais du travail, je venais d'être diplômé. À l'origine, c'est mon ami Charles Pépin, aujourd'hui philosophe bien connu, qui a repéré le numéro 1 de Technicart en kiosque, m'a proposé avec quelques autres amis de rédiger des articles. Alors j'ai essayé de me souvenir, mais en préalable, voilà, j'ai une mémoire vraiment cramée. Mais il y a beaucoup de choses dont je ne me souviens pas, mais on avait écrit des articles un peu pop, disant des idioties sur des vieux films français. Et donc on a débarqué à Technicart, Charles et moi, avec cette proposition de papier un peu décalé, et on est tombé donc sur Jacques Bronstein et Raphaël Turca. J'ai rencontré Jacques, qui était bavard et pétillant, et un peu plus tard, au bout de 20 minutes, est arrivé Raphaël Turca, une espèce de bel homme viril et très taiseux qui a pris le temps de lire comme ça nos articles, l'a reposé doucement en disant c'est bien et qui est reparti comme ça. Donc voilà, mais moi j'étais un jeune homme qui débarquait. Disons voilà, j'étais dans une grande rédaction un peu vide. Je crois pas. Je crois pas. Disons que quelques mois après être arrivé, comme je commençais à gagner de l'argent en travaillant pour des journaux qui payaient leurs journalistes, je me suis offert un billet pour New York pour interviewer Abel Ferrara, donc le cinéaste, et ça a été un moment, une nuit assez démente, puisque j'étais avec un photographe, il a finalement décroché le téléphone, Abel Ferrara, vers 10h du soir, nous demandant de le rejoindre. Nous avons été le voir dans son studio où il montait son film, et puis après il nous a emmenés comme ça dans New York, de bar en bar, et régulièrement il s'arrêtait, il me demandait de l'argent. Et puis il allait comme ça au coin de la rue, rencontrer un dealer évidemment, et il revenait, il me disait tu es sûr que ta rédaction paye? Je fais, oui, pas de problème Abel, la rédaction va me rembourser. Et donc on l'a suivi comme ça pendant toute une nuit, de bar en bar, assez délirant, jusqu'à 5-6 heures du matin, lui payant tous ses verres et toute sa coke. Et du coup, je suis revenu sans interview, parce qu'évidemment, il avait répondu à aucune de mes questions. Et du coup, j'ai raconté cette histoire, j'ai raconté cette nuit démente avec le photographe à la fin qui me dit « Putain, mais on a l'impression d'un rat qui est coincé dans son labyrinthe ». Et ça a été le premier, je pense que ça a été vraiment un des premiers, ce que Raphaël m'avait dit à l'époque, c'était le premier beau papier, article, story pour Technicart. Libé et les Inrocks avaient été voir Abel Ferrara. Et ont fait exactement la même chose que moi. Ils ont raconté leur déambulation dans New York avec Abel Ferrara qui ne répondait pas aux questions mais qui leur tapait de l'argent pour acheter de la drogue. Voilà. Sauf qu'eux, ils avaient eu 2 heures dans l'après-midi. Moi, j'avais eu la chance de le suivre de 11h du soir à 6h du matin. Ah non, non. Non, puis attends, on était jeunes, on écrivait comme des patates, donc il a fallu du temps après pour qu'on fasse des progrès. Mon meilleur papier, je ne pourrais pas, je trouve ça compliqué de dire, il y a un papier qui était assez réussi, qui a été considéré comme un très bon papier à l'époque et dont j'étais assez fier parce que c'était presque on était presque sur un truc à la Vanity Fair, ou enfin un truc où j'avais, à l'époque où Michel Houellebecq faisait de la scène,
avec le groupe avec avec les musiciens de Bertrand Burguela. Et donc je devais aller faire un reportage et le suivre, un concert qu'il donnait à Berlin. Et donc je suis arrivé à Berlin et le groupe était là et Michel Houellebecq n'est jamais arrivé. En fait, il était parti trop tard de Cologne, je crois, et c'était une tournée en Allemagne. Et donc le groupe a fait juste un quart d'heure de 20 minutes de concert et Houellebecq n'est jamais arrivé. Donc je me suis retrouvé avec ce groupe. Eux, ils étaient furax, évidemment, et ils ont commencé à me raconter plein de choses. On a passé la nuit ensemble et je me suis rendu compte qu'il y avait toute une histoire autour du fait que Michel Houellebecq, voilà, que la femme, la compagne de Michel Houellebecq, gérait comme ça les groupies qui pouvaient le rejoindre le soir au lit. Donc du coup, j'ai fait une espèce de très grand papier, en l'absence de Michel Houellebecq, sur l'histoire de cet écrivain, sur ses thèmes, sur sa musique et son rapport bizarre et amusant au cul et aux groupies. Et donc c'était un espèce de grand papier sur la fin du monde, avec, je crois, oui, à la fin, ce concert à l'Olympia, où au final, il y a une barre qui vient s'abattre sur la tête de Michel, et le met KO. Donc voilà, ça c'était assez drôle à faire. Non, je vois pas pourquoi je regretterais un sujet. Alors c'est vraiment le seul sujet que je regrette. On avait cette rubrique qui s'appelait le poubelloscope, où il fallait dire des méchancetés. Et un jour, on se retrouve à 20 minutes du bouclage avec un poubelloscope vide. Et du coup, pour trouver une solution, il y avait cet écrivain intellectuel assez stylé qui s'appelle Philippe Muret, qui était connu à l'époque parce que c'était une posture anard de droite où il se foutait de la gueule des mœurs libérées et festives de ses contemporains. Il avait forgé le syntagme de Homo festivus festivus. Et il avait après, en 2001, il avait écrit une lettre aux djihadistes en disant « mais vous avez essayé de nous tuer, mais nous étions déjà morts ». Donc c'était un mec très cultivé, très cultivé, qui a beaucoup inspiré toute la sphère de droite, un peu anard. Et moi, c'était des affects et une posture que j'aimais pas. Je trouvais que son regard n'était pas généreux et donc je suis descendu acheter son livre à la librairie et j'ai écrit un papier un peu méchant et un peu bête où je disais maintenant il faut que Philippe Muret se détende et qu'il aille au Queen se faire prendre une bite dans le cul. Et donc voilà, Philippe Muret en a été vexé, il a écrit dans son journal tout un papier, un passage pour me corriger. Et il avait remarqué que j'utilisais plusieurs fois l'expression en place, les gens en place, le système en place. Il disait mais trouvez-lui une place. Et j'avais trouvé assez bien vu dans sa manière de me répondre. C'était assez juste. Tout, enfin, ça a été une aventure extraordinaire, ça a été, c'est une chance démente d'avoir pu en être. C'est une chance qu'on a fabriquée, bien sûr, c'est une chance qu'on a appelée, qu'on a voulu, mais j'ai tout appris. J'ai appris à écrire, j'ai appris à... on était libre, donc on a forgé notre propre écriture, on a forgé notre propre vision du monde, on a inventé un style de journalisme nouveau, et on a eu le temps de le faire parce que voilà, les premières années, on n'était franchement pas bon et on n'était franchement pas payé, donc on était très libre. Et je me suis... c'est grâce à Technicar aussi que j'ai pu devenir philosophe, c'est-à-dire expérimenter une écriture plus conceptuelle, et parce qu'aussi j'étais amené à enquêter sur les marges de la société, essayer de trouver du sens, et donc je comprenais qu'en fait tout était en train de basculer, tout le monde que l'on connaissait et auquel j'avais été
que j'avais étudié en grande école et pendant mes facs, mes années de fac, ne fonctionnait plus. Donc j'ai pu, comme ça, aller librement vers une réflexion plus philosophique pour essayer de comprendre ce qui était en train de bouger dans l'époque. C'est des aventures amicales très très fortes. Oui, c'est une aventure collective avec un début, un milieu, un pic et une fin avec un délitement. Enfin voilà, je souhaite ça à tous les jeunes de vivre une chose pareille. Donc oui, je retiens beaucoup de choses. Beaucoup de joie et de créativité collective. Le style Technicart, c'était concrètement, c'était de parler de la société avec les outils de la culture. Oui, normalement, les journaux sont séparés. Il y a d'un côté la société et puis après les pages culture. Et nous avions envie. Alors, le style de Technicart, il se trouve que voilà, on était de toute façon fascinés par ce qu'avait fait Actuel. Mais nous n'avions pas le chéquier de Jean-François Bizot pour faire des reportages à l'autre bout du monde. Donc finalement, très très vite, on a commencé à penser la société, à enquêter sur la société depuis notre bureau. Enfin, évidemment, on allait sur le terrain en bas, dans la rue, mais à travers les livres aussi qu'on lisait. Et donc le style, c'était de se dire, bah, finalement, on va essayer de réfléchir à nos histoires d'amour à travers Bret Easton Ellis, où on va essayer de comprendre ce qui est en train de se passer au niveau de la fébrilité sociale et les nouvelles violences à travers Fight Club. Donc c'était déjà c'était un style pop qui consistait à décrypter nos vies en s'appuyant sur les productions culturelles les plus fines et les plus riches et les plus intéressantes du contemporain, de se dire que finalement la culture avait quelque chose à dire sur la société et donc prendre vraiment au sérieux les propositions culturelles et aller trouver la confirmation ou l'infirmation des hypothèses sur le terrain. C'était une façon de parler de façon légère des choses graves et de parler d'une façon grave des choses légères. C'était une vraie liberté, un style assez anarchiste, quoi, finalement, provocateur. Si tu veux comprendre Technicart, Technicart, pour le dire très rapidement, c'est l'alliance entre des métèques et des Français décadents. Français décadents, pléonasme, métèques désorientés, pléonasme. Et donc, c'est Raphaël Turca avec sa fleur de lys tatouée sur l'épaule et Jacques Bronstein qui m'accueille, avec Fabrice de Rohan-Chabot qui n'est pas très loin. Et puis, très vite. Et donc quand je suis arrivé, moi, à Technicart, les sujets c'était: est-ce qu'il y a encore un art contemporain? Est-ce que la BD existe encore? Est-ce que le glamour du cinéma... Donc que des thèmes très aristo-décadents. Et moi-même et Jacques, on était fascinés par la pop culture américaine et par la presse américaine. Et donc très très vite, j'ai encouragé Jacques, donc Jacques qui m'a recruté, qui m'a dit: ok, je vais te donner le titre ronflant de conseiller de la rédaction, comme ça tu vas pouvoir, tu bosseras avec nous le plus souvent possible. Et donc très très vite, j'ai essayé de faire des contre-propositions, dire non, plutôt que de parler de la fin du cinéma, on va parler des talents de demain, plutôt que de parler, voilà, donc c'était le côté métèque pop, qui aime son temps et qui aime le et qui mise sur le futur. On a commencé à l'imposer aux aristos décadents incarnés par Fabrice ou par Raphaël. Et donc, on se retrouve à la fin, quelques années plus tard, avec donc
Déméthèque, Jacques, voilà, des juifs comme Jacques et Léo Haddad, un Libanais comme moi, une franco-algérienne Valérie Zerguine, un américano-français comme Patrick William, qui sont aimantés par la proposition démocratique de la pop culture, et à côté de ça, des Français décadents comme Raphaël, comme Benoît Sabatier, je crois qu'il y avait un aïeul qui avait été vichiste, comme Olivier Malnuit, qui était, voilà, qui avait la stature comme ça d'un écrivain, là, Antoine Blondin. Et comment est-ce qu'on se retrouve là-dessus? Eh bien, comment on se retrouve, comment est-ce qu'on se met d'accord? On se met d'accord sur un goût pour la provocation. Là où je me rappelle, Jacques et moi, une fois j'avais rédigé un peu avec Jacques un édito sur une proposition écolo-socialiste, et Raphaël me dit mais c'est quoi ces conneries? Et donc on était revenu avec notre copie en disant un truc du genre: le jour sera vraiment heureux où le dernier capitaliste aura été pendu avec les tripes du dernier bureaucrate. Et Raphaël, qui n'était pas de gauche, il aimait la provocation, et donc là il était d'accord. Donc du coup il y a eu un style comme ça de provocation un peu finalement, voilà, sur lequel, disons que l'écrivain autour duquel on pouvait tous se retrouver, c'était le philosophe Guy Debord, voilà, qui était à la fois un anarchiste de droite et à la fois un inspirateur de mai 68, et à la fois un décrypteur imparable du fonctionnement de la société. Donc c'était ce style-là, pro-situationniste, aimanté par la pop culture, et refaisant le monde depuis sa chambre à coucher, en lisant le dernier roman de Bret Easton Ellis. Bah, en fait, il y a beaucoup de couvertures que j'aurais pu choisir. Je pense qu'il y a vraiment une époque où on avait la main, et chaque mois on arrivait à proposer une couverture qui était très bonne. Celle-là, je l'ai choisie juste parce que c'est le moment où j'ai l'impression la mayonnaise a vraiment pris, et donc on était au café d'en bas. Il va y avoir Jacques, Patrick, Benoît, moi, peut-être Olivier était déjà là, je ne sais plus, et on boit des coups, et à un moment donné, Patrick William se souvient de cette banderole: cours, connard, ton patron t'attend, dans un film français des années 70, où les salariés comme ça arrivaient au bureau en courant, et ils avaient cette banderole là, et donc et on hurle de rire: cours, connard, ton patron t'attend. Et moi qui étais genre super aux aguets, quelle est la prochaine couve qu'on va faire? Je fais: mais attends, cours, connard, ton patron t'attend, c'est une couve merveilleuse, c'est un titre de couve merveilleuse. Là on se dit mais oui, bien sûr, on peut faire tout un dossier sur le travail aujourd'hui à travers ça, et hop, aviné, embiéré pour être plus précis, on remonte comme ça en meute voir maman Raphaël, en lui disant: Raphaël, on a le prochain, on a la prochaine couve, il y aura écrit cours, connard, ton patron t'attend. Et à partir de juste ce titre-là, on a fait un beau dossier, je crois, sur une critique du travail, et une critique de la performance. Donc voilà, j'ai choisi cette couve juste pour l'anecdote, où finalement, quand un dossier est né à la troisième pinte, c'est que entre gens brillants, ambitieux et amicaux, c'est qu'il y a quelque chose de juste. Alors Jeannot, il est né chez Colette, donc je me rends pour voir un peu ce que c'est que ce concept store, et j'étais très mal à l'aise. Je vois ce truc très froid dédié aux gadgets, au luxe, à la richesse, et je pense qu'il y avait quelque chose de
qui est un peu l'époque Technicar et que Technicar a essayé de décrypter, qui était l'industrialisation du branché. J'ai eu un vrai malaise comme ça en découvrant le concept store Colette, et j'ai écrit, et pour essayer de rendre compte de mon malaise, j'ai inventé ce personnage, j'ai écrit un article avec un personnage qui s'appelait Jeannot et qui se rend chez Colette et qui, je crois que la phrase c'était un truc du genre Colette, c'est comme à la fin c'était comme un camp de concentration avec les miradors en moins. Donc Jeannot est devenu comme ça un héros récurrent et le scénario était toujours le même finalement. C'est Jeannot qui a très envie d'en être, qui a très envie d'être dans le game des branchés, qui repère une tendance et qui avec sa naïveté, sa générosité l'embrasse, mais tellement qu'à la fin il se plante. Et donc c'était une façon comme ça de parler des tendances du moment à travers ce mec qui réussissait jamais vraiment et qui se plantait toujours à la fin, et donc qui était cet éternel boiteux. Jeannot, c'était cette petite cavité vide que l'on est tous amenés à expérimenter en nous et qui essayaient de trouver contenance en absorbant la tendance du moment. Elles étaient très animées. Elles étaient très animées. Alors moi, j'étais plus jeune. J'étais quelqu'un plutôt d'offensif, agressif. Enfin, je partais du principe que rentrer dans l'art de quelqu'un, c'était lui donner un cadeau, quoi. C'était lui permettre lui-même de pouvoir se redresser. Donc j'étais très librement, j'avais mes idées, j'avais mes intuitions, et je trouvais que c'était important qu'on se batte pour que la meilleure idée puisse surgir. Et en général, voilà, dans mon souvenir, il y a eu pendant longtemps Patrick William en face de moi, et je crois qu'on offrait comme ça le spectacle de deux cerfs en rut qui croisaient leur bois. Et alors je me rappelle plus. Ah oui, Christophe Denner. Un jour, donc c'était très agité, c'était assez intense. Et un jour, Christophe Denner, donc un écrivain, débarque dans les bureaux de Technicar de Passage du Cheval Blanc. Et il me dit, il nous révèle qu'en fait c'était son appartement dans lequel il a grandi, et que la salle de rédaction où on se battait et où on s'hystérisait comme ça pour à la fin trouver avec à la fin comme ça Raphaël qui écoutait scrupuleusement et qui voilà, finissait par trancher. Et en fait, sa mère, qui était au MLF dans les années 70, faisait des réunions insensées, hystériques, agitées, intenses, dans le salon qui était la salle de rédaction. La salle de rédaction de Technicar. Donc voilà, je pense qu'il y a eu aussi une continuité dans les esprits. Il y avait des esprits intenses et hystériques qui veillaient sur nous. Ils étaient intenses, c'est-à-dire qu'il y avait toujours des... C'est un truc que j'ai toujours regretté. Après, quand j'ai été dans la presse plus sérieuse, j'ai toujours été stupéfait de voir que même en période de bouclage, les gens étaient capables de partir à 19h. Et je me dis, mais c'est pas comme ça que ça se passe un bouclage. Un bouclage, c'est jusqu'à 5h du matin, et puis il faut trouver un titre à 6h, et puis moi je vais terminer mon article. Enfin voilà, au dernier moment. Donc oui, les bouclages, c'était deux ou trois nuits blanches de suite, qui se terminaient le matin au café d'en face, complètement dévasté, et avec un sentiment du travail bien fait. Et je pense qu'évidemment ça faisait partie du plaisir du plaisir de travailler à Technicar, c'est d'avoir ces moments d'intensité où on donnait tout, quoi. Ben, j'ai appris à écrire déjà. J'ai appris à écrire parce qu'on n'était pas... Je crois qu'à part Jacques, personne n'avait fait d'école de journalisme. J'ai appris à faire groover le concept, c'est-à-dire à prendre un concept sociologique ou philosophique et à l'incarner et à le faire vivre, et donc à avoir comme ça, à être capable d'écrire des articles qui étaient conceptuellement un peu chargés, mais
qui soit pleinement accessible à travers l'humour, à travers les exemples que l'on allait prendre, à travers à forger aussi des concepts que l'on allait mettre, enfin, des concepts, des thèmes, des motifs que l'on allait mettre au travail ensuite. Je pense qu'on n'était pas très bons au début et on s'est tous un peu, comme on était en compétition, on était un peu, voilà, on était en émulation saine, je l'espère. Voilà, on s'est tous un peu inspirés les uns des autres. Avec Patrick William, il avait une très bonne technique de faire une blague pour faire une pause avant de reprendre le truc. Et ça, je me souviens que je me suis dit, voilà, de m'être penché sur comment il faisait pour y arriver. Donc, en termes d'écriture, il y avait cette capacité-là ce qu'on a appris, et donc aussi oui, encore une fois, d'avoir un ton pop et enjoué qui après a inspiré tout le reste de la presse lifestyle, que ce soit Glamour ou GQ, qui était peuplé d'anciens de Technicar, ou aujourd'hui les publications de Sopress. Non, j'ai été menacé d'un, je ne sais plus comment ils appelaient ça, Act Up, de se faire zapper par Act Up. Parce que c'est quand ils arrivaient, ils te balançaient des fausses poches de sang sur la gueule. Parce que j'avais piloté tout un dossier fait par un jeune journaliste brillant qui était venu à moi, qui s'appelait Brice Perrier. Et Brice Perrier enquêtait sur, enfin voilà, c'était tout le côté un peu ésotérique, sciences parallèles, donc sur la mémoire de l'eau de Beljanski qui avait eu qui avait eu des problèmes avec Act Up, parce qu'Act Up à l'époque était assez pénible et empêchait beaucoup de protocoles compassionnels. Et Brice faisait remarquer que le père de Philippe Mangeot, donc, qui était à l'époque président de Act Up, et travaillait dans les laboratoires pharmaceutiques. Donc du coup, mon nom avait circulé chez Act Up pour prendre des poches de sang sur la gueule, et ça s'était réglé par un café un peu tendu et finalement amical avec Mangeot, où je pense que je m'étais excusé délicatement. Big Mama, c'était notre grande maman à tous, le Barry White du quartier de la Bastille. Le diffuseur d'amicalité et de coolitude. C'est le mec que vous voulez avoir au centre de votre rédaction pour que ça se passe bien entre chacun et pour que les idées fusent et qu'il y ait de l'astuce, que l'astuce fleurisse. C'était mon frère ennemi, hein. On s'adorait et on s'est vraiment tapé dessus très fort. Je pense qu'on était, voilà, on était en compétition. Je crois qu'à une époque, on faisait une couve sur deux. On avait réglé ça sur les mois pairs, c'était moi. Comme ça. Et Patrick William, ouais, c'était une personnalité. C'était un. Il était punk et hilarant et inquiet aussi, très inquiet et connecté aussi à un peu plus connecté que nous, disons, à l'underground parisien. Mais comment dire en deux mots, Patrick, voilà, Patrick, oui, il était génial, génial, inquiet et hilarant. Putain, en deux mots, ouais, c'est un vrai mec. C'est un mensch, comme on dit en yiddish.
qui me fascinait, adolescente pauvre, commence à travailler en usine, est sauvée par l'art, se retrouve en école d'art, héroïnomane, qui est sauvée par les narcotiques anonymes, grand surfeur, et évidemment Déa magnifique, est fascinée par la littérature, et voilà, par la littérature en particulier situationniste, donc on s'entendait beaucoup, on avait beaucoup de choses à se dire. Moi qui étais un théoricien qui voulait aller vers la vraie vie, et lui qui était dans la vraie vie et qui avait un appétit pour la théorie, on se parlait souvent. C'était à la fois un grand pitre et une espèce de geek ultime capable de bouffer un nombre invraisemblable de productions culturelles. Je me souviens une fois, je me rendais chez lui, je crois qu'il était en train d'écrire un article sur un disque, donc il était en train d'écouter dans une oreille tout en regardant un film, un polar hongkongais. Donc je me suis dit, ah oui d'accord, ok, tu vas vite mec. Et donc voilà, il y avait une espèce de cet appétit de culture qui était assez impressionnant. Il était drôle, il était fin, enfin il est drôle, fin, aussi toujours un peu inquiétant parce que voilà, il avait le jugement éthique extrêmement tranchant. Et un verbe extrêmement aiguisé. Donc c'était et en même voilà quelqu'un qui pouvait en même temps être assez en retrait, silencieux, mais oui, il avait une finesse du regard qui était assez impressionnante. Léo Haddad, que j'ai fait venir à Technica, que j'avais rencontré à Nanterre, et quand j'ai commencé à Technica, j'avais pris, avant de m'occuper des idées, j'avais pris la rubrique ciné, et pendant un an, un peu plus d'un an, j'ai été au cinéma 2 ou 3 fois par jour, et du coup j'étais en dépression totale, parce que ça consistait finalement, le job, à voir 5 mauvais films par semaine au moins, et donc à un moment donné, Léo Haddad alors en 2 mots, Léo Haddad qui était à l'école Christophe Gans. Léo Haddad, c'est quelqu'un de extrêmement posé, extrêmement, ouais, il était posé, rigoureux et comment dire, je pense vraiment qu'on a eu le meilleur critique cinéma. Je pense que l'école Léo Haddad, qui venait donc de Starfix, de Christophe Gans, on a été pendant quelques années vraiment la critique ciné, en tout cas, on avait les meilleurs critiques ciné à Technica avec Léo Haddad, donc je dirais, ouais, critique ciné géniale et tempérament posé impressionnant. C'est un hurluberlu tellement sympathique et oui, je sais pas, en 2 mots, Fabrice de Ranchabot, c'était celui qui faisait que Technicar existait et qui nous payait quand on se plaignait qu'on n'avait pas d'argent, nous glissait genre 15 invitations pour la prochaine fête Technicar. Ouais. Comment est-ce qu'on peut être à la fois juste et totalement à côté de ses pompes? C'est un peu l'énigme Fabrice de Ranchabot. Bah, c'est vraiment l'écrivain. C'est l'écrivain de la bande. Et un écrivain, c'est la première qualité d'un écrivain, c'est le sens du détail. Et Olivier Malnuit était incroyable dans sa capacité à raconter quelque chose à partir de tout petits détails et d'arriver à faire de ce détail, de
faire résonner ce détail sur toute la réalité de ce qu'il décrivait. Et donc, moi, je pensais beaucoup, en lisant Olivier Malnuit, oui, à des écrivains comme Antoine Blondin. Et ouais, c'était un écrivain véritable. C'est un écrivain véritable. Évidemment aussi, on ne savait pas. J'avais du mal à comprendre comment autant d'énergie pouvait. Enfin voilà, il avait ce corps énorme il arrivait comme ça, en marchant très très vite, et en déplaçant comme ça, je ne sais pas, c'est 120 kilos. Donc voilà, une énergie dingue, très grande mélancolie. Il y avait quand même le côté Olivier Malnuit, c'est l'histoire du type qui va chez le médecin en disant qu'il est très triste, et le médecin lui prescrit d'aller voir Bozo le clown, et le mec éclate de là en larmes en disant que c'est lui Bozo le clown. Donc il y avait sans doute de ça, voilà, quelque chose chez Olivier, une grande mélancolie, un sens du détail merveilleux, et une énergie impressionnante. Oh. Je pensais que tu l'avais oublié, que tu n'allais pas me poser la question. Philippe Nassif, en 2 mots, disons que je sais pas. Enfin, les autres, ils ont réussi à parler de. En deux mots, ouais, disons qu'en 2 mots, c'est un mec bizarre qui est capable de faire l'amour avec des théories. Je m'en souviens même pas, je pense que c'est de loin, enfin, je suis là, je suis pas là, je reviens, et puis à un moment donné, oui, à un moment donné, c'est juste que j'avais plus le temps de consacrer, parce que même les plus belles histoires du monde ont une fin, et à un moment donné, j'étais passé à autre chose, et je n'avais plus le temps pour animer. À la fin, j'animais surtout cette rubrique idée, je faisais des interviews de penseurs, et le temps me manquait. Donc on part du principe que dans 30 ans, il y aura encore une vie culturelle. C'est-à-dire que Technicart, c'est vraiment c'est un média pour la société du luxe. Hein. C'est quand la société du luxe, c'est du gaspillage. Donc je pars du principe qu'on vivra encore dans une société où on pourra gaspiller des choses et perdre son temps. Enfin, je veux dire, le premier luxe, c'est de pouvoir perdre son temps. Mais dans 30 ans, Takapoum, ce sera... non, je trouve ça compliqué, parce que je déteste parler du futur.